Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo courte. On revient sur la revue The Economist, toujours sur cette couverture, qui nous parle du monde en 2017. Moi, ce que je voudrais, c'est simplement attirer votre attention, attirer votre regard pour ceux que ça intéresse. Je ne vais pas énumérer tout ce que veut dire en fait le chiffre 2017 et tout particulièrement 17. C'est simplement pour attirer l'attention, un petit peu comme je l'ai fait pour le drapeau russe, en expliquant que nous ne faisons plus attention aux symboles et que le drapeau russe, les armoiries russes, c'est l'archange Michel qui tue la bête. Et on sait que la Russie va être impliquée dans cette période. Là, il y a un lien très fort en fait avec les Italiens. Et il y a un lien très, très fort aussi avec la période que nous allons vivre, cette grande période de changement. On voit qu'il y a une tour, dans cette tour qui va être touchée par la foudre, on peut la retrouver également par rapport à des événements qui ont été vécus, puisque le Vatican est foudroyé dès qu'il y a un événement particulier et à des dates particulières. On sait qu'il y a la prophétie des Saints Malachie, par exemple, qui dit que le pape François est le dernier des papes. On sait qu'il y a des prophéties qui disent que le Vatican va disparaître. On sait que quand il y a un changement d'ordre, un changement d'air, l'ordre s'effondre, un nouveau doit renaître, et j'en passe. Maintenant, je voudrais tourner en plus, vous allez voir que ça va très loin, on va parler de l'année 2017. Puisque là, je vais lire, nombre néfaste pour les Italiens, un petit peu comme le chiffre 13 en Occident. Ainsi, en Italie, il n'y a pas de chambre 17, ni de 17e étage. Ceci en raison du nombre 17 qui, en chiffre romain, s'écrit avec un 10, un 5 et 2 unités considérées comme l'anagramme et la valeur numérique de l'expression latine, veni vidi dixi, si je ne dis pas de bêtises, qui veut dire j'ai vécu, donc par extension, je suis mort. C'est également relié à un poème de Victor Hugo, que je vous mettrai en lien et vous verrez que c'est un petit peu aussi d'actualité. Voilà, puis cette année, il va bien falloir qu'on la passe, il va bien falloir qu'il la passe. On voit qu'ils ont des problèmes, il va y avoir une augmentation sur place des catastrophes naturelles. Vous voyez, il y a déjà un lien qui est très puissant. Et vous avez après beaucoup d'autres représentations et symbolismes liés par exemple à la période de l'ère du Verseau, puisque c'est le nombre du Fils de l'homme, c'est la représentation de l'action de l'évolution sur le cosmos et sa tendance à la libération karmique, 1 plus 7 égale 8, et que nous devons aller vers le 9. Donc vous voyez bien qu'on est toujours dans ce symbolisme d'une évolution. Donc c'est le symbole de l'homme participant aux deux mondes, céleste et terrestre. Voilà, vous avez vraiment tout un tas de symboles, je ne vais pas tous vous les lire, et vous verrez que c'est complètement logique avec cette période, avec tout ce que nous allons devoir traverser en termes d'évolution, de changement, de bouleversement, et j'en passe, parce que la liste de toutes ces représentations est très longue. Je vais vous mettre un lien pour pouvoir vous rapprocher de cette page, de ce site web, mais bon, il y en a beaucoup. N'hésitez pas, vous aussi, peut-être, à déposer vos connaissances. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Est-ce que vous trouvez des liens avec autre chose qui puisse finir de boucler un peu comme un pack, un puzzle. Et puis voilà, je ne vois rien d'autre à dire. Je vais vous laisser vous intéresser à tout ça, parce que vous verrez que dans la Bible, de façon générale, il y a énormément de symbolisme avec le 17. Pour finir, je vais vous laisser avec quelques vidéos à la fin, puisque c'est relié au jugement. Le 20, c'est le jugement, et le 17, c'est la carte de l'étoile. Et puisque justement, on a le jugement dans ce magazine, dans cette revue, dans cette couverture, on a le jugement et on a la carte de l'étoile. Donc je vais vous mettre tout simplement des spécialistes du tarot avec leurs quelques explications sur ces deux cartes que l'on peut retrouver dans ce magazine. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo. Au chiffre 17, je sais pas, en chiffre romain? Oui, alors bah c'est ça, c'est ça. C'est ça, parce qu'en chiffre romain, ça fait quoi 17 Ça fait le X, Attendez, pas tous en même temps. XVII. XVII. XVII, c'est l'anagramme de Vixi. Ah oui, c'est j'ai vécu. Vixi, non, qui veut dire le contraire, je suis mort en latin. Bah oui, j'ai vécu. Oui, donc j'ai vécu, donc je suis mort. Donc je suis bravo, mort. voilà, bravo. Roselyne Bachelot, là on voit. Là, elle a haussé son niveau de jeu, Ouais, là, tout simplement. Là, c'est le Mont Blanc, c'est 4810 mètres. Aujourd'hui, ah bah là, ça y est. Alors donc, les Italiens détestent le chiffre 17, comme nous, le chiffre 13. Vraiment, Roselyne m'avait impressionné, là. Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous attaquons aujourd'hui la comparaison de la carte de l'étoile selon la version Marseille ou Rider.
Alors, la carte de l'étoile, c'est une carte qui est extrêmement aimée par beaucoup de tarologues, parce qu'elle apparaît comme étant positive, certainement par l'analogie que nous faisons avec le fait d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Et c'est effectivement quelque chose qu'on va pouvoir retrouver en réalité dans cette carte, dans l'interprétation, et un peu pour une bonne raison. Alors, essayons de remonter un petit peu dans l'histoire pour trouver des éléments intéressants qui vont nous aiguiller sur ce sens. Là, ce qu'on retrouve ici, c'est un décor extrêmement proche de celui que l'on aurait pu imaginer en Égypte au moment de l'été. Alors pour ceux qui ont lu mon ouvrage sur l'oracle des origines, vous connaissez déjà cette histoire, donc ça peut faire un peu redite, mais pour les autres, ça sera un peu nouveau. En été, en Égypte, l'été commençait à un moment précis. Au moment du Nouvel An, on faisait démarrer l'année au moment où l'étoile Sotis apparaissait dans le ciel, qui était l'étoile la plus brillante du ciel, le moment où en fait elle se levait en même temps que le soleil, ce qu'on appelait le lever héliaque de Sotis. Et quand ça arrivait au cours de l'année, donc généralement c'était aux alentours du 19 juillet, se produisait le phénomène de la crue du Nil, à peu près, hein, à quelques jours près, c'était toujours un peu décalé. La crue du Nil se faisait. Et alors justement, nous avons l'étoile la plus brillante qui se trouve là, qu'on retrouve également ici. Et en fait, cette étoile faisait partie de la constellation du Chien, ou à l'époque on l'appelait la constellation de la petite chienne. Et c'est de là en fait que vient le mot aujourd'hui canicule. Quand on parle de l'été, on parle de canicule, ça vient du latin canis qui désigne le chien. Et en réalité, c'était le moment où l'étoile apparaissait, c'était le moment des grosses chaleurs et le moment du coup où le Nil montait en crue. Et c'était un excellent signe parce que c'était le début de l'année, c'était le renouveau de la nature revenait à la vie. Et du coup, avec le Nil en crue, nous allions pouvoir après refaire des cultures et pouvoir du coup manger, nous nourrir et avoir de quoi subsister le restant de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, nous avons l'étoile qui apparaît, là dans le ciel, et nous avons en quelque sorte un peu une forme de crue, puisque alors ici sur ces versions-là récentes on le voit moins, mais ici ça se voit un peu, et ici ça se voit beaucoup plus, où vraiment la terre se fait complètement inonder par les eaux qui débarquent. Et comme c'était une étoile en plus de ça qui était souvent associée à Isis, ça tombe bien puisque nous retrouvons justement un personnage féminin à cet endroit-là. Et il se trouve que Isis pleurait, elle avait des larmes qui étaient très importantes justement pour la nature et pour les humains. Et donc on retrouve le côté larmoyant, un petit peu comme la Madeleine qui pleure toutes ses larmes. Et à ce moment-là, nous célébrions la renaissance du Bénu ou du Bénou, qui était le phénix, un oiseau, voilà, qui apparaît ici. Et ici, on retrouve sous la forme, un peu plus en mode héron. Et ça tombe bien parce que héron, petit patapon, au moment du Nouvel An, nous fêtions Thoth, le dieu Thoth, qui était un dieu à tête d'ibis, d'oiseaux pêcheurs. Donc nous retrouvons effectivement ça. Donc du coup effectivement cette carte est très empreinte de c'est super, c'est le renouveau de la nature, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est une bonne chance, nous avons une bonne étoile. Quand cette étoile apparaissait, c'était plutôt une bonne chose. Donc du coup, nous, on a vraiment pris cette notion aujourd'hui, c'est très ancré dans l'inconscient collectif, l'idée de la bonne étoile, et pourtant, effectivement, quand on dit on est né sous une bonne étoile, aujourd'hui, nous n'avons aucun rapport entre l'étoile et le fait d'avoir du bol. Mais c'est ancré comme ça dans notre culture et dans nos traditions. Quand on regarde les cartes, elles sont extrêmement similaires. On a toujours l'idée d'une femme agenouillée, nue, donc un rapport avec la nature, et qui déverse le contenu de ses jarres. Et en fait, on n'a pas vraiment de différence. On retrouve les deux arbres. Ici, nous n'en avons qu'un par contre, et l'oiseau du coup se trouve sur le sol. Donc là, c'est dommage, parce que on ne peut pas, encore une fois, faire le jeu de ce que nous avions vu, si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, la vidéo du pendu. On ne peut pas parler du coup du rapport avec la famille. C'est un peu dommage. Le pendu dans le rider se contentait d'un seul tronc d'arbre. Là, on trouve encore une fois un seul arbre. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir les deux arbres parce que du coup, on a l'arbre du père et l'arbre de la mère. Et on voit que du coup, si on passe du pendu à l'étoile, je vais essayer de vous retrouver ça. Hop. Si on passe du pendu à l'étoile, on va avoir un switch où soudainement les arbres étaient d'abord coupés, d'abord un peu malheureux et tristoun, et soudainement reprennent
de l'ampleur, donc on refait des relations, ou alors on se relie à notre famille, ou on retrouve nos proches dans l'autre sens, d'abord celle-ci puis l'autre, ça sera l'inverse. Là on perdra justement nos relations, on les coupera. Alors qu'avec le pendu du rider, on ne peut pas faire ce jeu-là malheureusement. Donc c'est un jeu qui n'est pas drôle. Voilà, on n'a malheureusement pas ça parce que c'est un arbre qui a quand même de la végétation. Là on le retrouve et on n'en a qu'un seul. Donc on perd cette notion-là, c'est vraiment bête. Alors que dans cette version du rider plus récente, l'auteur a pensé quand même à mettre les deux arbres. Donc là c'est quand même assez intéressant. Et en réalité, en dehors de ça, on va vraiment retrouver quasiment toujours les mêmes significations à une exception près. Là ici on voit au niveau deux exceptions près, pardon. La première c'est au niveau de la position des jarres et de la position de la femme. Là ici on voit une femme avec les jarres extrêmement écartées d'elle. Pareil ici on ne voit pas trop. Là on a la femme qui est agenouillée et positionnée d'une manière que l'une des jarres en fait camoufle son sexe qu'on ne voit pas. Là on voit ses fesses et là on voit son sexe. Là on ne voit rien des deux. Par contre, on voit vraiment la jarre qui vide le contenu presque au niveau de l'entrejambe. Et en fait, on pourra utiliser ça comme signification de perdre les os. Et donc, perdre les os, on va parler d'une forme d'accouchement. Ça tombe bien, parce qu'accouchement, si on arrive effectivement au moment de l'apparition de l'étoile Sothis, de son lever héliaque, du renouveau et de la naissance de l'année, ça peut être la naissance d'un enfant également. Alors que là, on ne le retrouvera pas. Et deuxième chose, ça va être, encore une fois, j'insiste beaucoup dessus, mais ça va être vraiment au niveau du regard. Là, ici, la tête est penchée au niveau de ce qui se passe en bas. Là, les yeux sont fermés, bon, c'est une vision artistique. Dans les vieux tarots de Marseille, le regard se prolonge très loin et se perd en fait. Il est complètement perdu dans le vague. Et c'est un peu ce que l'on fait quand on est là. Quand on est là, L-A-S, hein, pas là, ici, là c'est... et c'est le moment, en fait, où on va vraiment vider les vannes cette fois-ci au sens figuré du terme, on lâche prise, on déconnecte. On déconnecte complètement de tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de se vider et on abandonne toutes les forces en nous. Et en fait, c'est une carte qui du coup va nous faire référence au fait de lâcher prise, de vider la négativité, de rendre à la nature des choses, de se renouveler énergétiquement pour revenir à quelque chose de sain. Et du coup, la nudité, là, en l'occurrence, c'est très intéressante puisqu'on abandonne nos vêtements pour revenir à quelque chose de connecté à la nature et pas connecté à nos petits problèmes du quotidien. Donc voilà pour la carte de l'étoile qui est une carte assez intéressante et là où le parallèle est pas très très différent à 2-3 détails près. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine. Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la 20e carte, la 20e arcane majeure, qui est l'arcane majeure du jugement. Donc comme vous voyez un peu sur la carte, c'est une carte en fait, qui est issue d'une religion monothéiste avec donc, cette idée de jour du jugement dernier où on a l'archange qui est, je crois, Gabriel, oui c'est Gabriel, qui annonce donc le jugement dernier. Et on a une résurrection des morts, donc une renaissance. Sur la plupart des cartes, on va retrouver cette trompette. Donc là, j'en ai plusieurs. Là, on a le joli Shadowscapes, on a le Rider-Waite, dont je vous parle souvent. Donc chaque fois, on retrouve, même sur des jeux un peu plus originaux, on va retrouver cette trompette. Donc, au niveau psychologique, en fait, cette carte, elle va représenter le fait que on a fait, enfin, le mât a fait un chemin très long pour développer sa personnalité. Ça, c'est les 7 premières cartes. Après, pour un peu retrouver son essence, faire tomber les masques. Et donc, après, il va rechercher cette illumination. Donc, il n'est pas loin de l'illumination et donc dans cette carte-là, on a une sorte d'appel à changer après tous les changements internes qui se sont produits. Et donc revenir sur sa vie, se retourner, se retourner sur sa vie, sur tout ce qui s'est produit, sur tous les changements qu'on a intégrés et donc effectuer un certain jugement sur ce qui s'est produit et puis donc des modifications dans notre vie pour être en adéquation avec ces nouveaux changements. Donc, au niveau de la signification, on va avoir trois axes. Le premier axe, c'est cet appel que l'on voit
dans cette trompette voilà, qu'on a aussi ici, qu'on va avoir ici. Donc c'est un appel. Un appel, si vous avez dans un tirage le jugement, vous avez un appel pour quelque chose, c'est-à-dire soit une vocation, un élan vers une lumière en fait, la naissance d'un désir. Voilà, donc on a cette notion d'appel, de réveil. Réveillez-vous, écoutez peut-être les synchronicités de votre vie. Voilà, on va avoir ça. Après, sur par exemple sur des forces, on va avoir cette notion de transformation, de renaissance, même de naissance. D'ailleurs, ça peut être au sens strict du terme, c'est-à-dire ça peut annoncer une naissance. Ça peut parler aussi du noyau familial. Donc voilà, on va avoir ça sur l'appel. J'aime bien. Sur le tarot des fées, on a celle-ci, c'est mignon. Voilà, on a un appel à la... Là, on voit une jeune fille qui travaille, puis on a toutes les petites fées, enfin qui travaillent, qui s'endorment sur son travail, et les fées qui l'appellent. Alors ça peut être sur celui-là, on peut faire un peu de digression, ça peut être un appel à plus de créativité ou un appel à retourner à son travail. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de l'environnement. Sur les forces, on va avoir ici un appel à la transformation. C'est-à-dire, voilà, vous avez travaillé plein de choses, c'est le moment en fait c'est le moment de récupérer un peu le résultat de tout votre travail, hein, et de se donner aussi ce que l'on mérite. Souvent, on a ça aussi dans les tirages. Donc voilà, c'est le moment, là on a les lys avec la pureté, donc puis on a des petites créatures de lumière, là je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc on a cet appel et cette capacité à aller vers plus de lumière. Donc voilà, dans les forces, c'est ça. Je dois me donner ce que je mérite, je dois écouter aussi les synchronicités qui vont m'appeler vers quelque chose de meilleur. Voilà, donc dans les forces, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que je me donne ce que je mérite. Voilà. Et dans les faiblesses, par contre, alors on a quelque chose qui est assez fort, et c'est souvent, enfin moi je l'ai vu beaucoup, on a le jugement au sens névrose d'échec, peur d'être jugé, les jugements intérieurs, notre juge intérieur, notre bourreau intérieur. Donc dans les forces, ça veut dire qu'il faut dépasser ça. Ça veut dire qu'on est... c'est un moment pour dépasser un peu ce juge intérieur. Donc voilà, je me juge durement, j'arrive pas à croire en moi. Donc je suis mon propre bourreau, je suis hyper sensible aux jugements extérieurs parce qu'ils font écho en moi, hein. C'est pas les jugements extérieurs qui m'empêchent d'avancer, c'est parce que ça résonne en moi. Donc là, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur la confiance en soi, sur tout ce qu'on a mis en place en étant petit, sur je ne vaux rien, je n'ai pas droit au bonheur, etc. Donc c'est une carte super intéressante au niveau psychologique. Souvent, je la tire, hein, parce que je fais pas mal de tirages psychologiques. Et globalement, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis sur l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Donc voilà, elle va parler de ce type de jugement. Alors, quelles questions est-ce qu'on peut se poser ? Alors, qu'est-ce qui est en train de se réveiller en moi ? Voilà, qu'est-ce qui se réveille en moi ? Donc là, on l'a bien ici. Hop, qu'est-ce qui se réveille en moi ? Quels sont les petits papillons qui ont envie cette force de transformation qu'il y a en moi ? Quels sont mes désirs, mes véritables désirs, les désirs internes, mes véritables, oui, les choses qui cherchent à pousser en moi. Qu'est-ce qu'on est en train de créer ensemble ? On a ça en fait, hein, dans les cartes traditionnelles, le fait d'être ensemble. Vous voyez là, ça c'est un clone du Rider-Waite. Ça c'est le tarot de Marseille. On a cette notion d'ensemble et d'être ensemble pour créer, pour remonter ensemble vers la lumière. Et puis, donc, je disais, il y a un petit... ça, je ne l'ai pas souvent, mais on a quand même quelque chose sur la famille. Donc, si c'est quelqu'un qui cherche à... Par exemple, si c'est un tirage pour quelqu'un qui cherche à fonder une famille ou qui cherche à avoir un enfant,
Donc ça pose quelle est quelque part ma position par rapport au fait de fonder une famille, quelle est ma véritable position, quelles sont mes inspirations profondes, qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur, est-ce que j'ai vraiment envie d'en fonder une, quels sont mes freins, etc. Donc ça pose cette question-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo « Les règles picturales du jugement ». Un bref rappel avant de commencer avec notre carte. Les règles picturales stipulent que ce qui est à la gauche d'une image nous parle du passé, de l'introversion et du passif. Ce qui est à la droite d'une image nous parle du futur, de l'extraversion et de l'actif. Ce qui est dans le haut de la carte représente le spirituel et le divin, alors que le bas de la carte est associé au concret et à la vie matérielle. Et évidemment, nous devons regarder ce qui se passe sur la carte. La tête va souvent représenter une forme d'intellect, les corps représenteront l'action, mais de façon générale, les accessoires et ce qui se passe sur la carte va évidemment nous renseigner sur ce que la carte symbolise. Alors ici, si nous regardons le jugement, je crois que le premier élément des règles picturales qui est le plus intéressant, c'est de regarder cet ange qui est un séraphin et qui est en train de descendre du ciel et qui s'approche des personnages et qui claironne et qui laisse tomber ce que l'on appelle des langues de feu. Alors nous avons quelque chose qui vient du spirituel et qui vient du divin, mais qui s'approche de la terre, qui s'en va en direction du concret et de la vie matérielle et qui laisse carrément descendre des langues de feu divines et qui vont venir évidemment illuminer, éclairer les personnages qui sont dans la vie concrète et dans la vie matérielle. Uniquement avec cet élément, nous avons déjà une piste d'explication pour plusieurs définitions du jugement. La première, le jugement symbolise l'illumination, c'est-à-dire que lorsqu'il est pigé à l'endroit, le jugement symbolise le fait d'être illuminé par quelque chose. C'est la notion d'avoir une idée, la notion d'avoir un éclair de génie, la notion tout d'un coup de tout comprendre. C'est la vieille expression « Eureka, j'ai trouvé ». Et on le comprend parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans le spirituel et dans le divin, donc qui est complètement je dirais, intemporel et intangible et qui pourtant va finir par se manifester au travers de quelque chose de très tangible avec le concret et la vie matérielle. Et c'est intéressant d'ailleurs de se souvenir que le jugement représente, oui, l'éclair de génie, mais également les inventeurs et les inventions. Parce que lorsque nos personnages vont obtenir leur éclair de génie, que pensez-vous qu'ils vont faire? Ils vont devenir des inventeurs et ils vont inventer des choses et donc ils vont concrétiser quelque chose qui est arrivé du spirituel et du divin et qui va devenir un objet matériel, tangible et palpable. Un autre élément qui est intéressant au travers des règles picturales, c'est ce personnage qui est en train de sortir du sol, de ce qui pourrait très certainement ressembler à une tombe. Et on peut penser évidemment que dans le jugement, une des facettes symboliques est celle du jugement dernier. Alors le fait de voir un personnage sortir d'une tombe nous parle évidemment de tout l'aspect libération et régénération qu'il y a à l'intérieur du jugement. Le jugement représente le fait de régénérer quelque chose, c'est-à-dire de ressusciter, de renaître, d'être capable de revenir à la vie. Et c'est pour ça qu'il va symboliser toutes les libérations, toutes les régénérations, tout ce qui fait que l'on peut remettre quelque chose à neuf, que l'on peut transformer de l'ancien, et souvent de l'ancien qui était devenu abîmé, et donc de transformer l'ancien abîmé en un neuf complètement propre, complètement fonctionnel et complètement réparé. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que ce personnage qui représente une forme
de régénération, une forme de renaissance qui ressuscite, eh bien évidemment, il sort du concret et de la vie matérielle. Alors on comprend bien que le nouveau, la régénération qui est symbolisée par le jugement, elle est une régénération qui peut être extrêmement événementielle, extrêmement matérielle, extrêmement concrète. Le jugement pourrait, par exemple, dans un thème de santé, montrer que le corps, le concret, la vie matérielle, donc le corps va guérir totalement et va être capable de revenir complètement à neuf. Laissez-moi également revenir sur ce que nous disions tout à l'heure avec les langues de feu qui représentaient une forme d'éclair de génie. Un mot que je n'ai pas utilisé, mais que j'aurais pu utiliser, est celui d'inspiration, puisqu'il y aura un eureka, un inventeur et une invention. Il est clair que la personne, avec le jugement, devient inspirée. Et comme il y a plusieurs personnages sur la carte du jugement, on en fait un lien avec la foule. On fait un lien avec le fait qu'il y a quelque chose de public dans le jugement. Et c'est intéressant parce que si j'ai une inspiration qui mène à une invention et que cette inspiration et que cette invention est vue par la foule, on comprend tout d'un coup pourquoi le jugement représente une forme de reconnaissance, une forme de succès et une forme d'honneur. Pourquoi? Parce que non seulement il y a un génie qui a une idée géniale, mais cette idée géniale, elle est vue et reconnue par un grand nombre de personnes, et c'est pour ça que le jugement symbolise la reconnaissance, le succès, les honneurs et aussi, par extension, la publicité, la communication, c'est-à-dire le fait que la nouvelle se répand, le fait que le message est transmis à plusieurs autres personnes, est transmis à la foule à cause de cette reconnaissance du génie et de l'idée géniale. Soit dit en passant, l'annonce, le fait de publiciser, de dire, de clamer, on aurait pu aussi regarder un élément très important dans le jugement qui est le fait que notre séraphin claironne quelque chose. Alors évidemment, si je claironne quelque chose, je suis très très proche du crieur public, et si je suis très très proche du crieur public, je suis effectivement en train de publiciser ou d'annoncer quelque chose. Par le fait même, si je suis dans une énergie de foule, de grand public et d'annonce publique, vous comprendrez pourquoi le fait qu'il y ait beaucoup de personnages sur le jugement, mais dans le contexte particulier dont nous parlons, pourquoi le jugement va représenter ce qu'on pourrait appeler une forme de socialisation un peu superficielle ou ce que j'aime bien appeler les rencontres de type 5 à 7, au sens où les rencontres qui sont annoncées par le jugement ne sont pas des rencontres avec des gens que l'on connaît de fond en comble, mais souvent plutôt avec des inconnus ou des presque inconnus et que nous allons socialiser avec eux pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures et qu'après, nous allons reprendre notre vie normale et qu'il se pourrait qu'on ne les recroise plus jamais de notre vie. Alors, c'est dans ce sens-là où on peut voir le jugement comme une forme de socialisation, premièrement, et deuxièmement, une socialisation un peu superficielle, c'est-à-dire avec des rencontres de type 5 à 7, des rencontres qui ne sont pas toujours sérieuses, pas toujours profondes et qui ne changent pas nécessairement non plus ou ne bouleversent pas notre vie et nos conceptions. Les 2 derniers éléments que j'aimerais porter à votre attention, premièrement, le regard du séraphin. Le séraphin nous regarde droit devant, donc il ne regarde pas vers la gauche, pas vers la droite, il n'est ni dans le passé ni dans le futur, il regarde droit devant. Et je vous rappelle que lorsque le regard d'un personnage est droit devant lui, il a à voir avec le présent, puisqu'il n'est ni au passé ni au futur, mais vraiment au présent. Et c'est intéressant parce que ce séraphin qui claironne une bonne nouvelle, qui claironne un succès, qui claironne une libération, eh bien, il la claironne au moment présent. Il la claironne dès maintenant. Et c'est pour cela que le jugement est une carte rapide. Lorsque le jugement sort, on nous dit que la bonne nouvelle, elle est immédiate. On nous dit que la libération, elle est immédiate. On nous dit que l'éclair de génie, il est foudroyant, il survient immédiatement et c'est symbolisé en grande partie par le fait que l'ange qui claironne regarde droit devant lui.
D'autre part, un dernier élément que je trouve intéressant, c'est que nous avons un personnage féminin à la droite et qui représente effectivement la vieille analogie de la féminité avec la passivité, l'introversion, le passé. N'y voyez ici aucun commentaire sexiste. Nous parlons évidemment de symbolique ésotérique. Et vous avez la part de masculin qui est du côté actif, extraversion et futur. Et nous comprenons donc que le côté féminin est à gauche, le côté masculin est à droite, mais qu'en réalité, ces deux personnages symbolisent la part masculine de chacun d'entre nous, homme ou femme, et que la femme représente la part féminine de chacun d'entre nous, homme ou femme, et que le personnage au centre, qui est en train de renaître, qui est en train de sortir du concret et de la vie matérielle, lui va être constitué à la fois de sa part féminine et à la fois de sa part masculine. On nous montre donc un personnage qui a réconcilié son côté féminin et son côté masculin, un personnage qui assume son côté féminin et son côté masculin et qui est en parfait équilibre et qui est donc prêt maintenant à renaître, qui est prêt à obtenir du succès en étant à la fois capable d'aller chercher toute la force de l'introversion, c'est-à-dire l'éclair de génie, mais aussi toute la force de l'extraversion, c'est-à-dire la capacité de créer une invention qui aura un impact réel sur les gens autour de lui et pour lequel ou pour laquelle il pourra être reconnu.